merci à toutes et tous déjà d'être là, parce que pour tout vous dire, de notre côté, c'était pas complètement gagné qu'on puisse être là, et c'est la première chose que j'aurais envie de dire. D'abord, d'appuyer ce que disaient les camarades qui sont à la tribune. C'est vrai qu'on n'a jamais assez de ces moments où on peut s'exprimer collectivement et essayer de se convaincre aussi que c'est mieux si on est ensemble que plutôt séparés. Mais pour être présent et présente, il a fallu quand même que vous le sachiez, lever quelques barrages. Si on laisse évidemment pas grâce à cette démocratie soi-disant représentative qui nous le permet, mais c'est grâce à un travail militant acharné qui nous a permis d'obtenir assez d'argent pour débourser les 700 000 € qu'on est amené à débourser pour avoir ne serait-ce que le droit d'exister dans cette campagne avec du matériel, et notamment du matériel de vote. Ça a été une énorme mobilisation de l'ensemble des militants et des militantes, mais aussi de ceux et celles autour de nous qui pensent que ça vaut le coup qu'on soit là, qu'on existe et qu'on puisse se faire entendre lors de ces élections. Alors ce premier obstacle institutionnel franchi, et franchement c'est pas du gâteau hein, pour rien vous cacher, évidemment on a réussi à enlever un deuxième. Alors j'ose le dire, c'est une petite victoire bien sûr dans le cadre de ces élections, c'est qu'on existe dans les sondages. Et alors bon bah ouais, c'est pas ouais dit comme ça, bien sûr c'est ah ouais ok on existe dans les sondages. On aurait pu ne pas l'être du tout. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'il y a aujourd'hui une reconnaissance, voire une connaissance de qui nous sommes à une échelle bien plus large que celle que l'on peut toucher quotidiennement par notre simple activité. Dans les sondages aujourd'hui, alors celui, il y en a pléthore, hein, souvent même pour des élections européennes. Donc c'est celui aujourd'hui d'Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD. Donc je veux dire, il n'y a aucune chance qu'il y ait un avis partisan de leur part. Je veux dire, par rapport à nous, je pense que tout le monde s'en rend bien compte. On est crédité de 2%, de 5% chez les 18-24 ans et de 7% chez les 25-34 ans. Alors évidemment, tout peut changer, la vie ne s'arrête pas autour des sondages, mais aujourd'hui, clairement, il y a la voix des révolutionnaires qui existe bien au-delà de ce qu'ils peuvent de ce qu'ils et elles peuvent faire dans leur activité quotidienne. Mais surtout, on est crédité dans ces sondages alors que nous n'avons aucune couverture médiatique conséquente. Walou, c'est le fruit, comme pour avant, comme pour la souscription, comme pour arracher cette présence aux élections, c'est le fruit d'une activité militante et de ce qu'on voit là aujourd'hui, exactement ce soir, d'une démultiplication de réunions publiques, de meetings à notre échelle. Là où on est, on n'a pas toutes et tous la même réalité militante selon les villes, mais par contre, on a toutes et tous essayé de construire cette campagne exactement de la même manière qu'on construit notre militantisme quotidien, c'est-à-dire avec tous ceux et toutes celles qui ont envie de prêter l'oreille quand même à ce qu'on dit et qui pensent que c'est pas complètement n'importe quoi de donner, de prêter attention, voire de donner sa confiance aux militantes et aux militants révolutionnaires, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est aussi semer des graines pour la construction plus quotidienne, pour la construction de demain. Alors c'est vrai que si on est très, très honnête, et tout le monde l'est ici, le tableau des candidats pour ces élections européennes est quand même assez dégueulasse. Bon, ça franchement, c'est sûr. Donc là, je vous les donne quand même. Donc dans ce même sondage, qui varie pas trop des autres, Bardella à 32%, Hayet à 17%, Bellamy, alors Bellamy c'est le mec, c'est le candidat des LR. Je le dis parce que je pense que pour beaucoup, il vous a échappé, surtout qu'ils ont commencé à coller il n'y a pas très longtemps, donc on a découvert un peu cette tête qu'on n'avait pas totalement percutée. Donc Hayet elle est à 17%, lui il est à 6,5%, Marion Maréchal à 6%. Franchement, au-delà de ce qu'on peut porter comme regard quand même sur toute cette brochette de réac, on a quand même aussi, on se dit mais punaise, comment on en est arrivé là quoi? Il s'est passé quoi à un moment pour qu'on en arrive à ce paysage? Et là, on se tourne bien sûr vers la gauche institutionnelle, parce que il y a un moment donné, elle a été, voire elle est toujours, aux commandes
nationale, départementale, régionale, municipale. L'arc des possibilités est immense et il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, pas plus tard que la semaine dernière, juste pour se dire comment on en est arrivé là et qui est-ce qui a perdu les commandes à un moment, qui a complètement merdé. Bon, le candidat du PC pour ces élections, Léon Desfontaines, il y a quelques jours, simplement, je dis il y a quelques jours parce que bien avant il en a sorti de bonnes, il s'est posé la question d'un développement antisémite de Mélenchon, tranquillement, complètement en détente, sur un plateau aux heures de grande écoute. Voilà, le gars balance ça, c'est-à-dire il saute, quoi, il franchit les digues, quoi. Il y a un moment donné, il y a un truc quand même qui a débordé dans sa tête pour qu'il en arrive là. Mais ce même Mélenchon dont il parlait, et avec qui Mélenchon, mais les militantes et les militants de la France Insoumise, avec qui on se retrouve très, très souvent dans les mobilisations, donc le problème n'est pas là. Je dirais même que se pose quand même la question, une fois qu'on a fait toutes et tous ensemble la tournée de tous les comicos, tous les camarades qui ont été arrêtés ou sous le coup de la répression, qu'on a fait la tournée de tous les rassemblements des syndicalistes qui vont perdre leur boulot, bon, et qu'on s'est dit que ce monde était quand même gavé de violence et d'exploitation, et ben on a la France Insoumise qui nous dit, alors que les violences policières sont quand même systémiques aujourd'hui, et pas juste de petites bavures, mais systémiques, la LFI revendique une police de proximité plutôt que la BAC. Voilà, la police de proximité, c'est mieux que la BAC pour eux, mais depuis quand, dans l'histoire, à quel moment, dans l'histoire, la police a été, à un quelconque moment, à n'importe quel moment, un soutien à notre camp social dans le cadre de ses fonctions de police. Elle est le bras plus ou moins armé de l'État, et quand même beaucoup plus que moins. Je veux dire, aujourd'hui, voyons la police municipale, waouh, ils sont quand même bien matossés. Dans certaines villes, même les agents de la voie sûreté publique, là, qui mettent les contraventions normalement justes, bon, t'as pas envie de leur dire, ne mets pas le papillon sur le pare-brise, quoi. Tu sens quand même un degré d'entraînement et de sérieux qu'ils prennent dans ce que peut être la violence policière pour faire respecter la politique du gouvernement qui les embauche. Donc, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, la police, plus elle est loin de nous, et mieux on s'en porte. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment, vu le nombre d'estropiés, d'éborgnés qu'il y a depuis au moins une dizaine d'années dans les manifs, dans les quartiers populaires, c'est même au sens propre qu'on a envie de dire, plus elle est loin de nous, et mieux on se porte. Alors évidemment, quoi faire face au réac? Et là, on a l'impression qu'on touche un peu le fond, quoi, que c'est un peu le pompon, parce que si on continue dans cette voie-là, le barrage à l'extrême droite, eh ben, ce serait Glucksmann, donc candidat du Parti Socialiste, à 14%. Bon, bah voilà, si on suit un peu la logique, celui qui est le mieux placé à gauche, bon, bah aujourd'hui c'est lui. C'est quand même le va-t-en-guerre patenté, qui là, dans son programme, se voit bien mettre en place un fonds européen de pas moins de 100 milliards d'euros. Pourquoi? Pour financer les industries de la défense. Alors évidemment, si on reprend la question de départ, comment on en est arrivé là? Ben, avec 40 ans de bourrage de crâne sur le barrage à l'extrême droite, bien sûr qu'on en est rendu aujourd'hui à avoir envie de tout envoyer valser, parce que qu'est-ce qui sera encore en première ligne des résultats pour ces élections? Mais comme pour quasiment toutes les élections depuis au moins 15 ans, ce sera évidemment l'abstention. Et alors là, loin de nous l'idée de faire un gros discours sur quand même pas aller voter, waouh, ça craint, tu donnes pas ton avis. Bon, ouais. Enfin, notre avis, c'est tous les jours qu'on a envie de le donner, dans la boîte, dans les quartiers, dans les lieux d'études, et c'est tous les jours qu'on nous dit de la fermer. Donc, loin évidemment de nous l'idée de développer quoi que ce soit autour de ça. Mais par contre, on est persuadé, ce serait quand même une belle claque dans la gueule de ce gouvernement, dans la gueule de l'extrême droite, des racistes, des homophobes, des fachos, s'il y avait une percée de l'extrême gauche à ces élections, dans cette période, telle qu'on la vit, au moment où on est en train de parler. Parce qu'au soir du 9, évidemment, on additionnera les voix du NPA, les voix du Parti des travailleurs, les voix de lutte ouvrière. Et ça aurait quand même pas
tout à fait la même tête si on n'était pas juste, parce que c'est déjà beaucoup, mais à des scores de témoignages. Alors ouais, bien sûr, tout le monde le voit, d'ailleurs on nous en fait parfois, si ce n'est le reproche, la remarque, l'extrême gauche, elle n'y va pas en rang serré. Bon ben voilà, ça c'est indiscutable. Et on ne prend pas du tout cette question-là à la légère. On ne la prend pas du tout par-dessus la jambe. On ne se dit pas que ce n'est qu'un détail, parce qu'effectivement, c'est pas du tout un détail. Cet éclatement d'ailleurs de l'extrême gauche, très sérieusement, c'est un obstacle. C'est un obstacle en fait à la possibilité de peser bien plus significativement sur le cours des choses. C'est un obstacle à la possibilité réellement de faire bouger les lignes. C'est pour ça que d'ailleurs on avait proposé à ces organisations lutte ouvrière comme le Parti des travailleurs d'organiser ensemble un meeting sur la guerre, parce que la question d'un pôle des révolutionnaires, avant de se poser sur le terrain électoral, elle se pose d'abord et avant tout sur le terrain de la lutte des classes. On était cette année encore à la fête de lutte ouvrière, on a été à peu près un peu plus de 600, il y a eu un peu plus de 600 personnes qui ont assisté au débat que l'on a animé. Franchement, on se dit que ça aurait eu de la gueule quand même si à l'occasion de cette fête, on avait animé avec lutte ouvrière un débat, une discussion, même avec des divergences et en les assumant, sur la situation telle qu'elle est et sur les responsabilités que l'extrême gauche a dans cette situation. Pas de toute éternité, mais aujourd'hui. On le dit d'autant plus que on peut avoir 1001 préventions sur ce que pourrait être un pôle des révolutionnaires, les divergences qu'on a, sur à peu près tout dans le cours du monde et peut-être même de l'histoire. Mais force est de constater qu'en face de nous, ils ont bien moins de prévention quand il s'agit de nous mettre la pâtée. Alors à ce titre-là, mercredi dernier, donc vous avez dû voir évidemment, puisqu'on en a fait des caisses, Macron s'est donc rendu en Kadhakie, où il a déclaré, je fais qu'un petit morceau, hein, bien sûr c'est pénible, alors j'ai décidé de venir, alors pas du tout parce que c'est bordel, j'ai décidé de venir parce qu'il ne faut jamais laisser la violence s'installer, donc il le dit tranquillement sans avoir honte, et il ajoute ici chez nous en France, hein, bien sûr on comprend bien que c'est ça qu'il dit, ici chez nous en France, il est en Kanaki, hein, je rappelle, c'est pas le Far West. Bon, c'est tellement pas le Far West qu'il a donc du coup dépêché 3000 renforts de flics en Kanaki. Mais la violence en Kanaki, elle n'est pas de maintenant, elle est là depuis la colonisation. La violence en Kanaki, c'est celle de la colonisation qui sème la pauvreté pour la population indigène, qui sème l'inégalité des droits, qui sème la marginalisation, mais aussi qui sème le pillage des ressources naturelles. Alors oui, évidemment, en Kanaki comme ailleurs, les émeutiers ont raison, et nous les soutenons. Et oui, il n'y a pas que Netanyahou comme dirigeant d'un État colonial. Il y a aussi le président de la France, il y a aussi Macron. C'est pourquoi on apporte tout notre soutien à cette jeunesse révoltée de Nouméa. Mais on a une pensée aussi pour la jeunesse de Paris, de Nanterre, de Marseille et partout ailleurs, pour laquelle Macron et Darmanin mettent en place tout un arsenal répressif, dont la comparution immédiate rendue possible pour les moins de 18 ans. Après les émeutes dans les quartiers populaires suite à l'assassinat de Naël à Nanterre l'année dernière, il y a eu plus de 4000 arrestations, 2107 mises en examen, 94% d'entre elles se sont soldées par de la prison. Alors oui, l'acharnement répressif et autoritaire de la jeunesse, il est d'une violence inouïe, de plus en plus aujourd'hui. Jusqu'à s'exercer lors d'occupation d'écoles, en solidarité, occupation en solidarité avec la Palestine. On pense évidemment pas qu'à lui, mais en partie à notre camarade Luigi, qui a quand même fait plus de 30 heures de garde à vue suite à l'occupation de la Sorbonne. Mais occuper sa fac, c'est un mode d'expression de la jeunesse des étudiantes et des étudiants qui est presque aussi vieux que les facs elles-mêmes. Le problème, c'est de le faire en solidarité avec la Palestine. Parce que depuis 7 mois en France, s'est abattue une véritable chape de plomb contre tous les soutiens aux Gazaouis, aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Les Mathilde Panot, les Rima Hassan, nos camarades de la fac de Nanterre, mais aussi Jean-Paul Delesco, le secrétaire CGT de l'UD du Nord. Convocation pour apologie du terrorisme,
Condamnation, pour ce qui concerne ce camarade, à 1 an de prison avec sursis. On marche sur la tête. Je ne sais même pas si on arrive encore aujourd'hui à prendre la mesure de ce qu'implique une telle condamnation et de l'épée de Damoclès qui lui pèse au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce qu'il a écrit dans un tract qu'il soutenait les Palestiniens, les Palestiniennes contre l'État colonial d'Israël. Ni plus, ni moins. Je veux dire quelque chose qu'on pourrait prendre de manière tout à fait factuelle. Interdiction de manifestation, évidemment. Le fait d'être traité d'antisémite à la moindre expression et d'antisémitisme à la moindre expression de solidarité. Mais par contre, pour celles et ceux qui sont responsables du génocide en Palestine, rien. Nada, si c'est l'affirmation du droit d'Israël à se défendre. Alors oui, évidemment, Cour internationale de justice qui ordonne à Israël, je cite, d'arrêter son offensive militaire sur Rafah. Ok. Oui, les prises de position de l'Afrique du Sud. Ok. Je rappelle quand même qu'on a déjà 62 résolutions de l'ONU depuis 75 ans et qu'on peut voir quand même où on en est aujourd'hui en Palestine. Parce qu'aujourd'hui, la solidarité internationale, elle passera nécessairement par la construction d'un mouvement massif qui mêle des manifestations d'ampleur avec la détermination des étudiants, des étudiantes à occuper leur lieu d'études et qui devrait déteindre d'ailleurs sur les salariés pour nous aussi avoir une détermination à un moment donné à occuper nos lieux de travail pour que cesse le massacre. Pourquoi? Bien sûr par principe internationaliste, mais aussi parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen pour affaiblir notre gouvernement qui est aujourd'hui un élément, un pion central sur l'échiquier dans lequel il est engagé. Et clairement, on a un problème assez conséquent au niveau du mouvement ouvrier. On a à Paris, mais je suppose vous aussi ici et dans un certain nombre de grandes villes depuis 7 mois, tout un florilège de dates qui ne tombent pas les unes. Chaque organisation de soutien à la Palestine a eu à un moment donné, y compris quand les manifestations étaient encore organisées, étaient encore interdites, en tout cas à Paris, c'était une lutte de dire on dépose ensemble. On a un rendez-vous. Pour peu qu'il soit interdit, autant qu'on soit ensemble pour essayer de faire lever les interdictions. Et ça, c'est un problème majeur face à la situation internationale telle que pose la question de la Palestine, de ne pas avoir un mouvement ouvrier qui est capable, pour construire des manifestations et des mobilisations d'ampleur qui vraiment pèsent sur la situation, de se mettre d'accord. Pourtant, la situation, elle est aussi celle qui tente de préparer les esprits à la guerre. Pas que la guerre est pour demain, mais qui tente de préparer ces esprits à l'éventualité d'une guerre. La France, évidemment, 7e puissance mondiale, c'est pas un petit bout de truc comme ça à qui on impose le malheur. C'est évidemment un élément déterminant dans cette stratégie. Elle est d'ailleurs 2e exportatrice d'armes dans le monde. Ce monde où, pour la première fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une guerre en Europe, 2 ans de guerre en Ukraine et une nouvelle offensive majeure russe contre Kharkiv, qui est évidemment d'une terrible intensité. En Russie, les opposants sont en prison ou en émigration. Et pendant que la classe ouvrière ukrainienne, comme russe, elle paye le prix de la guerre, les industries de l'armement, elles, s'enrichissent et l'OTAN continue de se déployer plus que jamais en Europe. Donc nos revendications, elles ne sont pas juste des revendications de campagne, elles sont une condition essentielle pour commencer à entrevoir une issue. C'est évidemment le retrait des troupes russes d'Ukraine, mais c'est aussi le retrait de l'OTAN hors de l'Europe de l'Est, mais de tous les endroits et toutes les régions du monde où aujourd'hui il a un pied absolument essentiel. Et puis bien sûr, on ne peut pas oublier les États-Unis, qui restent le grand gendarme du monde, 95 milliards de dollars de dépenses militaires, voilà ce qu'ils veulent débourser pour préparer les esprits à la guerre. On doit le dire de toutes nos forces. Évidemment, on est contre cette course à l'armement, ce redéploiement majeur des budgets militaires, y compris en France. Évidemment, on ne veut pas devenir de la chair à canon. Mais encore plus, on veut les empêcher de discuter librement de cette question. Comme si c'était normal de se taper tous les jours à un moment de la journée, à la radio, à la télé, des experts en guerre pour nous expliquer
un peu plus de ci, un peu plus de ça, et du budget tralala, et l'éventualité. Il manquerait plus qu'on se retrouve comme dans les années 90, avec des plans de la région, c'était comme ça au moment de la guerre en Irak, pour nous dire le bateau arrivera de là, la bombe elle arrivera de là, et le sous-marin il arrivera là-bas. On doit absolument les empêcher de mener ce débat librement, tranquillement, comme si les salariés ici, comme si la jeunesse était d'accord avec ces plans, les plans de guerre qu'ils nous préparent ici et qu'ils préparent évidemment partout dans le monde. Mais pas plus qu'on veut devenir de la chair à canon, on voudra devenir de la chair à patron, ou on veut continuer à l'être en tout cas. Et c'est peut dire que pour la majorité d'entre nous, on compte pièce par pièce, pendant que d'autres dégueulent d'argent. Dégueulent d'argent tellement que de 2020 à aujourd'hui, bon, ça fait 4 ans, hein, je veux dire, c'est pas toute une vie. D'après un rapport de l'Oxfam, les capitalistes ont doublé leur richesse. Bon, il n'y a qu'à voir un type comme Tavares, évidemment, il fait l'actualité, donc je pense que tout le monde situe bien. Directeur général de Stellantis, qui empoche pas moins par jour que 100 000 euros. 100 000 euros par jour, tranquille, pour en plus, évidemment, avoir des plans de licenciement et de délocalisation. Pendant ce temps, en France, il y a 2 millions de demandeurs de HLM. 2 millions de demandeurs de HLM. Pendant ce temps, en France, le gouvernement a pondu un nouveau projet afin de, je cite, lever le tabou des licenciements. Je vais le prendre si ça ne vous embête pas. Dans la fonction publique. Rappelons quand même qu'au moment du Covid, au moment où, quand les essentiels ont déposé des centaines et des centaines de droits de retrait, rien que pour ne pas tomber malade, rien que pour se protéger, le gouvernement français déboursait 345 milliards d'euros qui étaient filés aux entreprises pour faire face à la crise. Évidemment, on rigole. Alors évidemment, oui, les capitalistes, ils pourrissent ce monde. C'est tellement vrai qu'en ce moment, on a l'impression qu'en une seule journée, à part la neige, on a les 4 saisons qui nous tombent sur la figure à chaque instant. Oui, les capitalistes qui pourrissent ce monde, ils sont prêts à tout pour sauver leurs bénéfices. Mais il faut quand même qu'au regard de ça et de ce tableau noir, on soit conscient d'une chose, c'est qu'ils sont fragiles. Ils sont fragiles pour la même raison qu'ils engrangent leurs bénéfices, pour la même raison qu'ils nous répriment. Ils sont fragiles parce qu'ils ont fait le choix de faire reposer sur nos épaules, sur la majorité d'entre nous, toute la pérennité de l'exploitation et de l'oppression. Puisque nous faisons tout, nous avons aussi les moyens, à un moment donné, de dire que nous arrêtons tout, que nous arrêtons de faire pérenniser ce système capitaliste. Et si on arrête tout, c'est à ce moment-là quand même que s'écrira une nouvelle page de l'histoire. Et il n'y a pas besoin de convoquer d'ailleurs l'histoire qu'on n'aurait pas vécue, nous, directement. Qu'est-ce que notre camp social? Qu'est-ce que les travailleurs, les travailleuses? Qu'est-ce que la jeunesse aurait obtenu sans se battre, sans aller arracher ça avec les dents, sans ces grèves, sans ces blocages, sans les occupations, sans les manifestations? Rien, walou, nada, zéro. Rien ne nous a été donné. Rien ne nous a été donné en étant le fruit d'une loi, d'un décret, de quoi que ce soit. Tout a dû être arraché avec les dents. Il était question de ça avant, il est encore plus question de ça maintenant. Et pas la peine de remonter à 36, à 68, avec évidemment tout le respect pour celles et ceux qui ont mené ces combats victorieux. Mais rien que nous, il y a des jeunes dans la salle, mais il y a un tout petit peu moins. Si on prend la période et la séquence 2010, 2016, 2019, 2020, 2023. 2010, les retraites. 2016, contre la loi travail. 2019, 2020, énième réforme des retraites. 2023, énième réforme des retraites. Qui peut dire que dans cette séquence, qui est courte à l'échelle de l'histoire, il n'y avait pas la vapeur? Qui peut dire que les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse étaient amorphes, atones, n'avaient pas envie d'en découdre? Qui peut prétendre qu'en 2023, c'est-à-dire il y a un an seulement, je vais dire, on ne parle pas, c'est pareil, on n'a pas été des millions dans la rue, il n'y a pas eu des manifestations monstres? Qui peut dire qu'en 2016, la détermination qui a émergé d'un certain nombre
d'équipes, jeunes comme plus âgés, de salariés, qui ont décidé d'en découdre, qui ont remis en cause le pouvoir de l'État à réprimer. Vous savez, ceux qu'on appelait à Paris, tout ça c'était un petit peu matérialisé dans un cortège de tête. On appelait ça l'avant-garde large. Ceux et celles qui, à un moment donné, avaient dit « on arrête avec les conneries ». On est prêt à aller jusqu'à la grève générale. On est prêt à en découdre avec ce gouvernement qui nous réprime, qui nous opprime, qui nous envoie des hordes et des hordes de CRS à chaque manifestation, qui arrête, qui traîne, qui blesse, qui violente, qui tue parfois. Qui peut dire que la vapeur n'était pas là? Qui peut dire en 2019-2020 qu'il n'y a pas eu des tentatives sérieuses de convergence entre les machinistes qui bloquaient les dépôts, avec des enseignants, avec des postiers, avec d'autres salariés des transports, avec des soignants, avec des étudiantes et des étudiants? Mais qu'est-ce qu'on a eu? Comme à chaque fois, on manquait pas de détermination dans nos rangs. On manquait pas d'envie d'en découdre. On manquait même pas du nombre. Mais comme à chaque fois, on a eu une feuille de route de merde, des grèves qui s'étirent. 2023, je pense que ça a été le pompon. Si on avait massé toutes les journées de grève et de manifestation à la suite, mais bien sûr que Macron nous aurait parlé différemment. Parce que des dépôts, des écoles, des hôpitaux, des centres sociaux, des postes qui sont bloqués, non pas une fois par mois, mais qui sont bloqués tous les jours, toute la journée, tout le temps, pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines. Bien sûr que ceux et celles qui n'ont plus le moyen de nous exploiter commencent à se dire il va falloir qu'on leur parle autrement. Bien sûr que nous-mêmes savons qu'on peut leur dire différemment. On a 2 mots à vous dire. On a 2 mots à vous dire et ça ne va pas être des discussions de virgule. Ça ne va pas être des discussions de majuscules sur l'entête du protocole. Il va vraiment falloir poser, renverser la table. Voilà ce qu'on est venu vous dire. Et à chaque fois, les mêmes problèmes se sont posés. La même politique de l'intersyndicale, la même politique de la direction de ce mouvement ouvrier, qui nous envoie dans le mur, c'est pas nouveau. Mais aussi, on est obligé de le reconnaître quand même, une certaine incapacité de l'extrême gauche à frapper sur un même clou, ensemble, au même moment, et une difficulté pour toutes ces équipes qui se sont constituées au fil des mobilisations à prendre la mesure des responsabilités qu'ils, elles, nous, avions à donner d'autres perspectives que celle de ne pas gagner, On n'est pas condamné à ne pas gagner. Le meilleur exemple, c'est toutes ces luttes partielles qui existent et qui arrivent à arracher des augmentations de salaire, qui arrivent à arracher des primes. Ouais, d'accord, les primes, c'est pas du salaire. Mais regardez déjà le degré de rapport de force qu'il faut pour les gagner, ces fameuses primes, pour faire annuler des réorganisations. Mais ça, il n'y a pas de raison qu'on soit condamnés, nous toutes et tous, quels que soient nos secteurs salariés, nos lieux d'études, nos quartiers, à ne pas engranger de victoire. Mais pour ça, ça veut dire résolument qu'on s'engage dans une bagarre, qu'on a un plan de bataille et qu'on prend aussi nos responsabilités. Et on a envie de se saisir un peu de cette campagne aussi pour entamer cette discussion. Parce que, souvenez-vous, il y a quand même 1 an, toute l'intersyndicale nous a dit « Oh là, mais nous, on va pas tourner la page, là. On est vénère, on est remonté comme des pendules. Oh là là, attendez, on vous a embarqué là sur une mobilisation qui a duré 5 mois avec des grèves étirées dans le temps. Mais ça veut pas dire que non, nous, on va y aller, quoi. » Bon. Et puis, 1 an après, je veux dire, c'est pas tant ce qu'ils disent qui nous pose problème. C'est ce qui passe, cette intersyndicale. C'est quoi ce silence assourdissant? Parce que là, c'est pas comme si il n'y avait rien, je veux dire, en termes d'annonces. Il y a des licenciements en cascade, des salaires de merde, les allocations chômage encore rognées, énième fois. La nourriture est tellement chère, t'as l'impression qu'ils mettent des pépites d'or dedans. Plus personne arrive à manger correctement. Mais il y a aussi une permanence des mobilisations. C'est d'ailleurs assez étonnant et peut-être qu'il faudrait qu'on se penche là-dessus. Alors ouais, il n'y a pas les mobilisations nationales de l'année dernière. Mais regardez bien, je crois qu'à la tribune, des copines en ont parlé, il y a une permanence, on a toujours un secteur qui va être mobilisé. Dans les DUC, c'est un cas d'école. Moi, je suis professeur des écoles dans le 92. On a nos collègues du 93 qui se sont mobilisés, vous avez dû entendre parler. Bon, mais quelle a été là la politique, encore une fois, de l'intersyndicale?
On sort pas du 93, on sort pas du département, on tisse pas des liens, et puis bon, peut-être on fait avec tous les degrés, mais bon, en même temps, comme c'est vachement collège, le primaire, les lycées, ouais bon, c'est quoi au bout? Au bout, personne n'a gagné. Au bout, les enseignants, les enseignantes, ils se retrouvent dans leurs établissements à se dire comment on va essayer, avec nos petits bras, de pas faire appliquer complètement cette réforme dégueulasse, alors qu'on avait une énorme opportunité. De la même manière, le travail social s'est mobilisé, les postiers se sont mobilisés, dans les transports, il y a de la mobilisation, la prochaine aura lieu le 28, et à chaque fois, c'est pas ridicule. À chaque fois, c'est pas ridicule. Ça a une portée nationale. Ce que font les salariés des secteurs a une portée nationale. Mais on a quand même réussi, encore cette année, à avoir des mobilisations parfois dans la même semaine qui se suivent. Ouais, ça aurait été tellement con de faire toutes et tous en même temps, le même jour, la même grève, la même manif, d'être vachement nombreux, voire même de faire une AG commune à la fin, pour se dire, maintenant, une fois qu'on est parti, peut-être qu'on peut essayer de continuer. Non. Et donc, c'est cette question-là, ces discussions-là, qu'on veut aussi faire porter dans notre campagne. Alors, vous l'aurez compris, évidemment, face aux gangsters en col blanc qui dirigent ce monde, l'ensemble de ce monde, qui sont riches à en vomir, mais par contre qui sont bien moins nombreux que nous, et ça c'est quand même la bonne nouvelle dont nous devons toutes et tous avoir conscience. On doit voir comme étant nos camarades, tous celles, toutes ceux, partout dans le monde, qui redressent la tête, et avec qui on a le langage commun de la lutte des classes, et de tout ce dont elles se dotent pour la lutte. Et pour cela, militants que nous sommes, mais vous toutes qui êtes venues là, il n'y a pas d'autre choix que de s'organiser. Il faut s'organiser. Parce qu'en face, ils peuvent se présenter tous séparément aux élections, ils peuvent passer leur temps à se tirer dessus, mais au moment où il faut nous mettre la misère, ils sont tous en rang serré. Qu'ils aient les rênes d'un gouvernement, qu'ils aient les rênes d'une boîte cotée au CAC 40, ils se retrouvent, ils sortent tous des mêmes écoles, ils se retrouvent tous dans les mêmes clubs pour décider de l'avenir de l'humanité. Et si nous on pense qu'individuellement on s'en sortira, que tous ces petits freins que l'on essaye de mettre au monde tel qu'on nous l'impose nous permettront d'en sortir, on se trompe. On n'a pas d'autre choix que de s'organiser. Et on aimerait en fait que cette campagne, les discussions qu'on va avoir, qu'on a déjà ensemble, elles soient un peu pour toutes et tous, ceux et celles qui hésitent, qui nous connaissent de loin, qui nous connaissent de près, qui font pas le pas, que cette campagne, elle soit un peu un déclic, quoi. Que ce soit le moment de se dire, allez, je me lance, quoi. Je fais la bascule. Parce que face à l'urgence d'une révolution, de la révolution qui balayerait ce monde irrespirable, il y a d'abord et avant ça, il y a l'urgence d'avoir des révolutionnaires pour la mener. Et sans aller chercher midi à 14h, il faut juste regarder ensemble l'expérience de nos luttes quotidiennes, ce qu'elles disent, ce qu'elles laissent entrevoir aussi d'une société dans laquelle on décide de quoi faire, de ce qu'on produit. Non pas pour une minorité de capitalistes parasites, mais pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Et s'organiser, c'est pas seulement prendre du temps sur la vie, quoi, sur la vraie vie. Vous savez, on nous dit, il y a la vraie vie. Bon. Mais la vraie vie, pour la majorité d'entre nous, c'est de se lever tôt, de se taper beaucoup de transport, de faire un boulot souvent harassant, qui parfois n'est pas forcément harassant physiquement, mais par son matraquage quotidien l'est en tout cas moralement. Et en fait, nous, on a envie de dire s'organiser, militer, essayer consciemment de se donner les moyens d'en finir avec cette société, c'est au contraire vivre pleinement. Parce que on essaye de se donner les moyens nous-mêmes de notre propre émancipation, mais en s'obligeant aussi, en s'obligeant à construire chaque jour d'autres rapports sociaux avec ceux et celles qui sont autour de nous, d'autres rapports sociaux que ceux qui sont dominés par la concurrence et les préjugés, que ceux et celles sur lesquels cette société capitaliste repose.
Alors, je voudrais finir par deux choses. D'abord, redire ça. S'organiser, c'est aussi reprendre son souffle, alors que chaque jour, on tente de s'en sortir, chacun et chacune, pour bouffer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut, nous, dans la vie? Qu'est-ce que veulent nos collègues? Qu'est-ce que veut la majorité de notre camp social? Elle veut vivre bien avec ceux et celles avec qui elle a choisi de vivre, quelle que soit la manière dont elle le fait. Et elle n'a pas pour premier préjugé de se construire et de se bâtir contre les autres, en opposition et en concurrence aux autres. Et s'organiser, c'est commencer à toucher du doigt aussi ce que pourrait être une société débarrassée de toute oppression, de l'exploitation, de ce que pourrait être ce que nous, on estime être une société communiste. Alors pour finir, sur une note internationaliste, je voudrais juste, c'est une camarade qui m'a accompagnée, qui m'en a parlé, il y a un an, quasi jour pour jour, il y a eu à Kalamata, en Grèce, dans le Péloponnèse, le naufrage d'un bateau, 700 exilés, sur ces 700 exilés, 600 sont morts, 82 corps ont été retrouvés, et suite à cela, 9 Égyptiens qui faisaient partie des exilés ont été accusés d'être des passeurs. C'était bien pratique, ça permettait de masquer toute la responsabilité du gouvernement grec, de tous les gouvernements qui soutiennent cette politique dégueulasse, qui depuis 20 ans a mené à 25 000 morts en Méditerranée. Et aujourd'hui, eh bien, ces 9 Égyptiens, et ce n'est que justice, ont été acquittés. Pourquoi je finis avec ça? Parce qu'évidemment, c'est une victoire, mais c'est aussi un pied de nez à tous ceux et toutes celles qui nous mettent derrière des grillages, à tous ceux et toutes celles qui préfèrent faire mourir une partie de l'humanité en la laissant se noyer pour protéger ses frontières. Elle ne les protège pas contre tous les malfrats qui nous dirigent, contre tous ceux qui ont du sang sur les mains, contre tous ceux qui sèment la mort et la misère partout dans le monde. Par contre, elle les protège face aux travailleurs, aux travailleuses, à leurs enfants qui fuient la guerre, qui fuient la misère que ce même système engendre. C'est donc à eux, évidemment, et à elles qu'il faut penser pour redire une chose très claire. On est pour la régularisation de l'ensemble des sans-papiers. On est évidemment pour l'ouverture de toutes les frontières. Nos luttes sont internationalistes. Il n'y aura pas de victoire ici, comme partout dans le monde, qui soit nationale. Le communisme, on le gagnera partout, pour tout le monde. C'est ça qu'on a envie de discuter avec vous. C'est ça qu'on a envie de faire entendre d'ici au 9 juin et bien sûr après.